J'ai une question pour vous. Quel est l'animal le plus dangereux pour l'humain, à votre avis? Les oiseaux. C'est pas fou. Ouais. Mais Le rat. le rat, c'est pas fou non plus. C'est à la source à la source effectivement de pas mal d'épidémies. Les oiseaux aussi, à cause de la grippe. Mais On a parlé de la chauve-souris tantôt. oui, les chauves-souris, c'est un peu la même chose. Dans le fond, tous ces animaux-là que vous citez sont des réservoirs de pathogènes. OK? Mais Les moustiques. Les moustiques. Les moustiques, oui, les moustiques, effectivement. Donc, si on essaye de faire la comptabilité du nombre d'humains qui sont tués après des contacts avec les animaux, c'est pour ça que là, on n'a pas les chauves-souris ni les rats dans cette liste, ok, parce que dans le fond, souvent, ce ne sont pas des contacts directs, mais bref. On a les moustiques. Il y a à peu près 3/4 de millions d'humains qui meurent chaque année après avoir été piqués par un moustique. Okay? Et ça a beaucoup diminué parce qu'il y a une vingtaine d'années, on était encore à quelques millions par année à cause de la malaria. On va en reparler. Le deuxième animal le plus dangereux, c'est l'humain. Et malheureusement, l'actualité très récente aux États-Unis et puis en Ukraine nous indique pourquoi. Et puis, loin derrière, on a les autres animaux. On a des piqûres de serpents qui tuent quand même quelques dizaines de milliers par année. Les chiens, pourquoi est-ce que les chiens sont dangereux pour l'humain? Parce qu'ils sont dans nos maisons. Non, mais ces gens-là qui meurent à cause des chiens, c'est pas parce qu'ils se font dévorer par leurs chiens. C'est très rare, ça, les gens qui se font tuer par leurs chiens. Ça arrive, malheureusement. Il y a des enfants qui se font tuer par des chiens, des fois, mais c'est assez rare. Des enfants ou des adultes. C'est à cause de la rage. Okay? Ça, on n'est pas habitué à ça parce que la rage n'est pas très présente au Canada, mais dans d'autres pays, elle est très présente. Okay. Donc, bref, c'est de très loin, ce sont les moustiques qui sont les plus tueurs. Et en particulier, on a deux espèces de moustiques, Aedes et Anophèle. L'Anophèle, c'est-à-dire les multiples espèces d'Anophèle, ce sont elles qui transmettent la malaria. Et puis Aedes transmet tout un tas de maladies telles que chikungunya, Zika, dengue. Okay. Les espèces du type Culex peuvent transmettre d'autres maladies comme le virus du Nil occidental. Donc, et ça, c'est une introduction à la section sur les changements climatiques. Les changements climatiques, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est une réalité. Puis nous, au Canada, on le sait, là, il y a très peu de doutes chez les Canadiens là-dessus, et on le sait parce qu'on le voit. Okay? Si on interroge là, des Canadiens qui étaient enfants il y a une cinquantaine d'années, tous vous diront que les hivers duraient plus longtemps, qu'on pouvait jouer au hockey dans la rue plus longtemps. Okay? Ils disent ça de façon très claire. Les gens qui ont les Premières Nations qui vivent dans des régions où le sol était gelé à l'année savent très bien que le sol a tendance à dégeler maintenant dans beaucoup de régions, ce qui d'ailleurs a des conséquences comme détruire les maisons. Alors, ça va continuer. Et on pense que le Canada pourrait gagner encore plusieurs degrés Celsius supplémentaires dans ce siècle, okay, d'ici à la fin d'ici à 2100. Comparé au siècle précédent. Les changements climatiques sont moins élevés au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'équateur, parce que dans le fond, près de l'équateur, c'est déjà très chaud, ça ne peut pas devenir beaucoup plus chaud que ça. Ça peut en fait, mais c'est vraiment dans les régions plus proches des pôles comme la nôtre qu'on va sentir la différence. Il devrait également y avoir pas mal plus de précipitations au Canada dans le futur. Donc, plus chaud, plus de précipitations, ça veut dire plus d'insectes comme les moustiques.
et d'autres insectes également. Donc, le danger principal, c'est vraiment la migration, pour un pays comme le Canada, c'est la migration vers le nord des vecteurs qui sont les moustiques. Et ça va augmenter les risques pour de propagation de virus comme dengue, chikungunya, fièvre jaune, également malaria. Malaria, c'est moins clair, on va en reparler. Les autres, oui. Probablement que le Canada va être protégé encore pour un assez longtemps, mais des régions comme certaines régions des États-Unis, c'est clair qu'eux vont subir les transformations et vont devenir des régions similaires à des régions tropicales avec les maladies qui viennent avec, puis je vous le montrerai. On pourrait aussi avoir une augmentation des vecteurs de maladies qui sont déjà endémiques. Donc, au Canada, par exemple, au Québec notamment, ce qui nous concerne beaucoup, c'est la maladie de Lyme, qui est transmise non pas par un moustique, mais par un tic. Et on sait que les cas de maladie de Lyme ont déjà beaucoup augmenté. Ça, c'est les cas de maladie de Lyme au Canada depuis 2009. Vous voyez que au début des années 2010, ça se comptait en centaines. Maintenant, ça se compte en milliers par an. Okay. Donc ça, c'est probablement parce que la population de cerfs a augmenté depuis. Mais les changements climatiques ne vont pas améliorer la situation. Et le Québec est une des deux provinces du Canada, des trois provinces, je devrais dire, du Canada qui est le plus touchée. Les régions les plus touchées au Québec, présentement, ce sont les régions du sud du Québec, celles qui sont les plus proches de la frontière avec les États-Unis, comme l'Estrie. Dans le futur, c'est-à-dire dans les générations futures, il faut s'attendre à ce qu'une maladie comme la Lyme se répande à d'autres régions du Québec, comme la Mauricie. Okay. Il y a des gens qui se spécialisent dans les prédictions de maladies infectieuses dans le futur, et notamment, on pense que chikungunya va se répandre en Europe et également aux États-Unis. Donc ça, c'est la situation en Europe. Là, dans le fond, c'est un code de couleur qui montre à quel point les différentes régions sont susceptibles d'avoir des épidémies de chikungunya en fonction de la température puis en fonction du nombre de précipitations. Évidemment, les conséquences de ça, c'est que plus c'est chaud, puis plus il y a de précipitations, plus il y a des chances d'avoir le vecteur en question. Donc, présentement, il y a déjà des possibilités d'avoir de chikungunya dans tout le sud de l'Europe, puis vous voyez que ça va juste augmenter au cours du temps, et un pays comme la France, notamment, va devenir très susceptible à chikungunya. Et ça se vérifie parce que on a des petites éclosions de chikungunya dans les dernières années dans des pays comme la France et l'Italie. On ne parle pas de beaucoup de cas. Exemple, vous voyez cette petite éclosion à Montpellier, dans le sud de la France, en 2014, 11 cas. Ce n'est pas une grosse épidémie, mais ça annonce ce qui s'en vient. Si on parle d'un autre virus transmis par les moustiques, donc dengue, qui est un virus qui, en passant, affecte des centaines de millions de personnes chaque année. Heureusement, il n'est pas très létal, mais il fait quand même quelques dizaines de milliers de décès par année, essentiellement chez les enfants. C'est la même chose. On fait des prédictions en fonction de l'évolution de la météo. Eh bien, OK, je vais plutôt vous montrer les schémas ici à droite parce que dans le fond, ça nous montre le différentiel, c'est-à-dire dans quelle région est-ce qu'on s'attend qu'il y ait une expansion de la maladie. Okay. Donc, en rouge, on s'attend à une expansion. Puis, vous voyez que d'ici à la deuxième moitié du siècle dans lequel on est, okay, il y aurait une très forte expansion de dengue dans tout le sud-est des États-Unis, donc des régions comme des États comme la Floride, le Texas, la Géorgie. Tous ces États-là vont devenir des régions avec un climat quasiment tropical et avec des maladies tropicales également. Je vais passer cette section. Dans le fond, dans cette section, je montrais un peu l'historique de la malaria. Dans le fond, je prenais un contre-exemple pour expliquer que pour la malaria, on a réussi à contrôler la malaria grâce à des mesures, notamment d'assèchement des marais. Dans le fond, je rappelais que c'est quelque chose que les gens ne savent pas toujours. La malaria était très présente en Europe et en Amérique du Nord, dans tous les États-Unis, au 19e siècle. Okay? On a réussi à contrôler ça. Aujourd'hui, et on l'a contrôlé par
non pas en attaquant le parasite directement, mais en attaquant son vecteur qui est le moustique. Et c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui, ça continue à fonctionner. Alors, le contrôle du vecteur, c'est toujours la méthode principale et ça fonctionne quand on met les investissements. La méthode qui a vraiment le plus de succès, ce sont les moustiquaires qui sont traités aux insecticides. Okay? Donc, on va empêcher le moustique de s'approcher de l'enfant et en plus, beaucoup de moustiques vont quand même essayer et donc vont venir se poser sur la moustiquaire et comme la moustiquaire est imprégnée d'insecticides, ça va tuer le moustique. Okay? Et ça a résulté en une diminution importante de l'incidence de la malaria depuis 20 ans, avec une petite remontée en 2020 à cause de COVID-19, parce qu'évidemment, beaucoup de programmes ont été interrompus. Donc, pourquoi est-ce qu'on a eu davantage de succès pour contrôler la malaria que pour contrôler dengue? La différence, en fait, c'est la différence entre les deux vecteurs. La malaria, c'est l'anophèle. Pour dengue, c'est Aedes. Et l'anophèle, c'est un moustique qui pique la nuit. Donc, on peut se protéger les enfants, ce sont les enfants qui sont les plus à risque, par ces moustiquaires, alors qu'on ne peut pas faire la même chose pour Aedes. Aedes pique à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En fait, il pique davantage le jour. Aussi, Aedes est un moustique qui s'adapte très bien aux villes, contrairement à l'anophèle qui est davantage rural. La dernière raison, elle n'est pas exactement liée au vecteur, mais le problème c'est avec dengue, c'est que dengue infecte de multiples espèces en plus d'infecter l'humain. Et notamment, il infecte de multiples singes. Et donc, même si les humains se protègent efficacement contre dengue, dengue continue à se propager parmi les singes pour ensuite revenir plus tard à l'humain. Alors que la malaria, ça touche seulement l'humain. Et donc, quand une maladie touche seulement l'humain, c'est pas mal plus facile de contrôler la situation puis de mettre en place des mesures efficaces. Le réchauffement, ce n'est pas le seul facteur environnemental qui importe. Il y a également la déforestation qui fait en sorte d'augmenter les contacts entre humains et animaux sauvages, la diminution de la biodiversité et qui fait en sorte que les espèces animales qui vont survivre le plus facilement, eh bien, ce sont malheureusement celles qui vont nous transmettre des maladies, notamment les rats et chauves-souris, eux, ne sont pas du tout menacés de disparition. Et ce sont des espèces animales qui sont à la source de plusieurs agents pathogènes. Et évidemment, un autre facteur qui est important, c'est que depuis, mettons, dans les 100 dernières années, les déplacements humains ont énormément augmenté à la surface du globe et évidemment, ça favorise la propagation des épidémies.